Merci Mathilde. Euh, donc, le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Olivier Véran, n'a pas pu se déplacer. Par contre, il nous a transmis un petit message vidéo que je vais donc vous faire passer désormais. Mesdames et messieurs les internes, chers consoeurs, chers confrères, je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion de votre congrès annuel qui se tient à Tours cette année sur la thématique verte et inclusive, une médecine plus attractive. Mon agenda ne me permet pas d'être parmi vous aujourd'hui, mais ce temps d'échange entre internes en médecine générale, futurs professionnels de santé, est majeur. Et c'était l'objet de mon premier déplacement le 20 février 2020, alors tout récemment nommé ministre des Solidarités et de la Santé. Que de temps passé, que de chantiers engagés, de transformations réalisées ensemble pour votre formation, pour les internes et pour l'avenir du système de santé. Tout d'abord, je souhaite vous redire un immense merci pour votre mobilisation, votre dévouement à vous, internes en médecine générale, qui avez été pleinement mobilisés depuis plus de 2 ans pour faire face à une pandémie sans précédent, ainsi qu'à la stratégie de dépistage, la campagne de vaccination que nous avons mise en place. La période a démontré, si besoin était, la place essentielle de votre profession, médecin généraliste, dans notre système de santé. Vous êtes la pierre angulaire de ce système. Pour vos patients, vous êtes médecin de premier recours, acteur essentiel de la prévention, du suivi des patients au long cours. C'est un véritable repère pour les malades et une force pour le système de santé français. Le gouvernement a pris de fortes décisions pour engager des évolutions durables dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022, pour laquelle le diagnostic et les solutions avaient été largement partagés et d'ailleurs co-construites avec les acteurs, dont votre syndicat. Je pense à la suppression du numerus clausus, qui a permis déjà d'augmenter de 15% le nombre d'étudiants en médecine. Je pense au développement de l'exercice coordonné, près de 2000 MSP, 600 CPTS qui maillent aujourd'hui le territoire. Je pense à l'émergence des assistants médicaux pour redonner du temps médical aux professionnels, ou encore au développement du numérique, qui connaît un essor sans précédent depuis le début de la crise sanitaire. Ces modalités d'exercice collaboratives sont aujourd'hui la norme. Et je le vois à chacun de mes déplacements, elles sont très appréciées des plus jeunes d'entre vous, étudiants et internes en santé. C'est pourquoi j'ai souhaité avoir une politique attractive sur la maîtrise de stage universitaire, afin d'encourager les médecins généralistes à devenir maîtres de stage et accueillir étudiants et internes. Par ailleurs, l'ensemble des réformes des études de santé engagées vise à favoriser les stages hors CHU en ambulatoire, afin de faire découvrir l'ensemble des exercices possibles et des territoires. Ainsi, nous diffuserons dans les tout prochains jours une instruction aux ARS et UFR de médecine pour fixer des objectifs cibles ambitieux à atteindre par subdivision en réponse aux enjeux de maillage du territoire et de diversification des lieux de stage. Par ailleurs, quelques mots sur les engagements du Ségur que j'avais pris devant les internes en juillet 2020. Vos émoluments de stage ont été revalorisés dès novembre 2020, ainsi que l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour les stages en zone sous-dense, afin de vous encourager à vous engager dans ces territoires. Nous avons également publié divers textes visant à améliorer vos conditions d'accueil en stage et rappeler que les internes font partie intégrante des politiques de qualité de vie au travail des établissements de santé. Comme je m'y étais engagé, j'ai autorisé les surnombres syndicaux aux présidents des syndicats locaux, de manière à vous permettre de vous engager pleinement dans vos fonctions et les missions que vous avez à nos côtés auprès des ARS, des UFR et des directions des établissements. Enfin, j'avais également pris des engagements en matière de qualité de vie des internes et notamment de temps de travail. Nous avons mené, comme convenu, une enquête nationale auprès des internes, auprès des établissements de santé, et j'ai pris des engagements en décembre pour améliorer le respect et le contrôle du temps de travail des internes. Ainsi, la réalisation de vos tableaux de service lors de vos stages hospitaliers sera obligatoire dès le semestre de mai prochain, et un bilan sera réalisé annuellement dans les instances hospitalières et universitaires. Par ailleurs, nous allons faire évoluer le dossier de demande d'un agrément d'un terrain de stage pour y intégrer un volet qualité de vie au travail, afin d'en faire une priorité et de prendre en compte ces aspects-là lors des commissions d'agrément où vous représentez vos collègues. Je le rappelle, nous avons pris avec Frédéric Vidal l'engagement d'une politique tolérance zéro, engagement total, et je serai pleinement mobilisé pour son application partout, sans exception. Vous pouvez compter sur moi. Vous le voyez, les travaux ont été nombreux depuis les engagements du Ségur de la Santé et leur déclinaison avec la participation active de l'ISNAR, qui est un partenaire, je le dis, essentiel.
Je vous dis à nouveau un très grand merci pour votre mobilisation quotidienne, pour votre engagement dans une profession essentielle pour nos patients, parce que pour un ministre des Solidarités et de la Santé, comme pour tous les Français, avoir des internes, futurs professionnels de santé engagés, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je vous remercie. Après cette double vidéo, je vais revenir sur certains points qui ont été abordés, et notamment ceux qui concernent le Ségur, pour vous expliquer un petit peu mieux ce qui s'est produit. Donc, pour le Ségur, l'histoire commence à Mulhouse, le 25 mars 2020, dans un territoire qui est particulièrement touché par la crise Covid. Le président de la République s'y déplace et annonce alors un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières construits pour notre hôpital et notre système de santé. Après près de 2 mois de travail réunissant les structures représentatives des professionnels de santé, les accords du Ségur ont été signés le 13 juillet 2020. Le Premier ministre Jean Castex, ainsi que le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, les entérinaient avec une majorité d'organisations représentatives des différentes professions de santé. Les 33 engagements du Ségur, qui ont été présentés par Olivier Véran le 21 juillet 2020, reposaient sur plusieurs piliers que vous voyez ici. On va revenir un petit peu plus précisément sur les positions qui ont été prises durant ce Ségur et qui concernent spécifiquement les internes. Tout d'abord, on a obtenu certaines revalorisations salariales. Depuis l'arrêté du 11 septembre 2020, les émoluments de base des étudiants du 3e cycle ont été revalorisés avec une augmentation qui va de 128 à 173 € par mois, suivant les années. Donc désormais, ceux-ci s'élèvent à 1 539 € mensuels bruts en première année d'internat, 1 704 en deuxième année et 2 253 en troisième année. Mais ça ne correspond bien évidemment pas à la totalité de la paye d'un interne, puisqu'on a également accès à des primes de suggestion, des indemnités de garde, des primes de responsabilité pour les internes qui sont en SAS-PAS et des autres indemnités de forfaitaire d'hébergement et de transport. En plus de ces augmentations, les indemnités forfaitaires de garde et d'astreinte ont également été majorées. Depuis le 1er novembre 2020, une garde de nuit, en semaine, doit être payée 149 € bruts. Auparavant, c'était 119. Et une garde de week-end ou de jours fériés doit être payée à hauteur de 163 €, contre 130 précédemment. En dehors de ces revalorisations, le Ségur a aussi permis la reconnaissance des demi-gardes, ce qui permet d'avancer dans la comptabilisation de notre temps de travail et de permettre à terme d'améliorer son respect. Non définies précédemment, les périodes de demi-garde doivent, depuis le 1er novembre 2020, être rémunérées à hauteur de 74,50 € bruts en semaine et 81,50 € bruts les week-ends et jours fériés. Une période de nuit peut être divisée en 2 demi-gardes. Par exemple, si vous avez une période qui va de 18h30 à minuit, elle est considérée comme une demi-garde, elle est indemnisée comme telle et elle doit donner lieu à un repos de sécurité. Auparavant, c'était un vide juridique. Il n'y avait pas de demi-garde qui existait dans les textes. L'ISNAR-IMG a spécifiquement demandé une augmentation du nombre minimal d'internes nécessaires à la tenue d'une ligne de garde ou de demi-garde. Si vous n'êtes pas 6 ou plus sur un planning, un ou plusieurs seniors doivent le compléter. C'est ce qu'on appelle un planning à trous. Et auparavant, c'était seulement 5 internes qui étaient nécessaires pour l'élaboration d'un planning complet. Et enfin, on a eu une redéfinition, une augmentation de l'indemnité forfaitaire d'hébergement qui est désormais accessible à tous les internes en stage ambulatoire dans une zone en tension, sans conditions kilométriques. Et elle a été revalorisée à hauteur de 300 € bruts par mois. Les revalorisations salariales, ce n'est pas les seules mesures qui ont été initiées. On a toute une partie concernant les conditions de travail et les conditions d'accueil qui a été réfléchie avec la publication notamment le 4 juin d'une instruction accueil et intégration des étudiants qui vise à remettre à jour le plan d'accueil des étudiants du 3e cycle. La dernière version datait de 2015. Cette nouvelle évolution, elle doit obligatoirement comprendre les modalités d'accueil via la formalisation d'un temps dédié avec une présentation de la structure, des référents pédagogiques, des équipes, etc. Mais on a également une présentation des droits et des devoirs des étudiants et une définition des conditions de stage, donc la restauration, le logement, les tenues, les chambres de garde, etc. Les modalités d'organisation du temps de travail, elles doivent également être détaillées, avec des rappels sur la législation en vigueur relative au temps de travail des internes, des rappels sur la législation concernant les lignes de garde et de demi-garde, et surtout sur le repos de sécurité. En termes de prise en charge psychosociale des étudiants,
Ce plan d'accueil, il doit aussi préciser les dispositifs d'accompagnement en matière de santé au travail et d'accès à la médecine du travail, même en absence de difficultés identifiées. La principale nouveauté de ce plan, ce n'est pas la mise à jour, mais plutôt le fait qu'il devient obligatoire, notamment en impliquant une adoption en commission médicale d'établissement, qui est une commission qui comporte forcément des représentants des internes. En termes de gouvernance et de représentativité, les présidents des structures locales bénéficient depuis l'arrêté du 18 novembre 2021 de la possibilité de réaliser un stage en surnombre, validant ou non, qui leur permet de disposer d'un temps plus important afin de représenter et de défendre les internes de la subdivision. La présence de 2 représentants des internes est également obligatoire en commission régionale paritaire. C'est une commission qui dépend directement des directions générales des ARS et qui est notamment consultée sur l'organisation de la permanence et de la continuité des soins dans les établissements, qui est aussi consultée sur le temps de travail et sur les tableaux de service. Tout ça, ça peut sembler très abstrait et très, très lointain. Et du coup, pour vous donner un petit peu 2 exemples un peu plus concrets, je vais vous parler premièrement de l'arrêté des MSU, des maîtres de stage des universités, et de cette fameuse enquête temps de travail ministériel. Donc déjà, pour cet arrêté des MSU, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'alors, la formation des maîtres de stage universitaires, elle était différente en fonction des cycles et des niveaux de stage des internes. L'arrêté des MSU, il instaure une formation unique, qui est homogène et qui en définit précisément certains objectifs. L'ISNAR-IMG a tenu à ce que ce soit intégré dans ses objectifs la connaissance des statuts et des droits des étudiants, donc le temps de travail, les demi-journées programmées au titre de la formation hors stage, la définition des gardes et des repos de sécurité, la législation relative aux congés et tous nos droits en fait. On a également voulu ajouter un objectif qui précise que les MSU devront être en capacité de repérer les situations à risque psychosociaux et les situations à risque de violences sexistes et sexuelles. Ça peut sembler pas grand-chose, mais en fait, il faut quand même souligner le fait que la prise en considération de ce sujet arrive dans la formation de nos enseignants. Ça démontre une prise de conscience de ce type de problématique et ça laisse espérer une amélioration de leur prise en charge. Un enseignant qui est formé et qui est sensibilisé, il sera forcément plus susceptible d'intégrer ces principes dans son approche pédagogique. La libération de la parole et la démocratisation des formations sur ces sujets, c'est un premier pas qui est certes petit, mais qui est nécessaire dans la lutte de ce fléau. Cependant, tout n'est pas rose dans cet arrêté, loin s'en faut. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'on a fait quelques communiqués sur le sujet. Malgré certaines des avancées, en fait, cet arrêté, il restreignait aussi la prise en charge financière des formations pour ces maîtres de stage. Donc, on a fait plusieurs communiqués communs avec nos enseignants, donc le Collège national des généralistes enseignants, le Syndicat national des enseignants en médecine générale, le syndicat des généralistes jeunes installés et remplaçants, Réagir, que vous avez peut-être pu voir ce matin, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, la NEMF, et on a été récemment rejoint par MG France, qui est le syndicat majoritaire des médecins généralistes. Et on a réussi à faire modifier cet arrêté pour que l'ensemble des formations à la maîtrise de stage, elles soient bien prises en charge du point de vue financier. Comment on peut en effet imaginer favoriser des formations à la maîtrise de stage sans on nommait leur financement? Pour conserver une formation de qualité, nos enseignants doivent pouvoir se former, actualiser leurs connaissances et leurs compétences pédagogiques en adéquation avec les avancées de nos droits et de notre DES. Ensuite, on va revenir du coup sur l'autre axe du Ségur qui nous concerne, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie au travail et le respect de nos droits. Donc, comme évoqué dans la vidéo, on a une enquête ministérielle sur le temps de travail qui a été réalisée durant l'été 2021. Pourquoi est-ce qu'on a fait une énième enquête sur le temps de travail alors qu'on sait tous, depuis longtemps, que la majorité des internes y dépassent et de loin les 8 demi-journées qui sont réglementaires. Celle-ci, elle ne nous apprend pas grand-chose sur le dépassement. En revanche, elle permet de quantifier une variable qui était jusqu'alors inconnue. C'est ce qu'en savent les établissements. Cette consultation, elle a réuni plus de 2000 réponses d'internes de toutes les spécialités et presque autant de réponses des établissements. On avait plus de 1500 réponses qui venaient de CHU. Et sans surprise, les internes ont déclaré dépasser ce temps dans plus de 80% des cas, dans la quasi-totalité des services d'ailleurs. Alors que les établissements, comme vous le voyez, ne donnent pas les mêmes résultats du tout, puisqu'on a seuls 18 à 37% d'entre eux qui rapportent un dépassement des demi-journées. Cette discordance, c'est la preuve de la déconnexion totale entre nos directions des affaires médicales, les directions générales des établissements et surtout
ce qu'on ressent nous dans notre travail et ce qu'on fait comme travail effectif. Si l'information des établissements et des chefs de service elle est indispensable, la mise en application de sanctions qui sont rapides, qui sont dissuasives, elle reste nécessaire. C'est en cela que les groupes de travail du Ségur de la santé sur la thématique des sanctions continuent, avec la promesse de voir leur application arriver bientôt. En dehors des sanctions, on continue à travailler sur la qualité globale des stages, avec les procédures d'extraction des internes, les procédures de retrait d'agrément en cas de non-respect de nos droits et de nos conditions de travail. Tout ceci, ça se fait évidemment grâce à l'appui de vos syndicats et de vos associations locales. Donc, malgré toutes ces annonces, les améliorations, elles restent trop peu significatives, surtout devant les projets qu'on espérait. On reste mobilisés. On sait que ça peut être difficile de défendre localement ces problématiques et on compte sur les retours de toutes vos subdivisions sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. Le Ségur de la santé, ça a été un investissement massif et inédit, avec pas moins de 9 milliards d'euros pour la revalorisation des métiers, mais aussi 19 milliards pour relancer les investissements en santé et accélérer la transformation, notamment numérique, du secteur. Ça n'en demeure pas moins un Ségur très hospitalier, qui fait que peu de cas du milieu ambulatoire et qui fait que proposer des pansements aux problématiques de fond des internes. Il serait temps de voir enfin de véritables propositions pour les internes de médecine générale dans les programmes des candidats à la présidentielle, pour travailler à une réelle évolution du système de santé. On constate que nos ministres ne sont pas venus pendant cette période politiquement et médiatiquement effervescente. Et nous déplorons surtout que la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de ces 5 dernières années, elle ne s'est même jamais déplacée à un de nos congrès. Ça nous rend un peu lucides sur le désintérêt qui est parfois exprimé à l'égard des problématiques spécifiques aux internes en médecine générale. Et ça nous motive d'autant plus à continuer à vous représenter, à vous défendre et à avoir envie de faire changer toutes ces situations.